L'accord donc entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre dans le Golfe est évidemment salué. En tout cas, ce protocole d'accord, cet accord cadre qui sera signé en Suisse vendredi est salué par les marchés. Le pétrole en baisse de 6% à 83 $ et le CAC 40 hausse de 1% à la mi-journée à 8400 points. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. J'ai envie de dire, c'était depuis toujours le scénario privilégié des marchés qu'une solution diplomatique soit trouvée. On y est. Est-ce qu'on peut parler d'euphorie quand on voit les réactions des marchés financiers sur les différentes classes d'actifs ? Je pense que les marchés nous ont habitués ces derniers temps. Ils l'ont tellement anticipé que finalement... Ils ont tellement anticipé et puis on est maintenant sur des cadences ou des rythmes de hausse ou de réponse des marchés qui sont très soutenus. Donc finalement, vu sous cet angle, on n'a pas l'impression qu'il y ait une euphorie particulière. Il y a effectivement un soulagement. Un soulagement qui est indéniable et bien compréhensible. Mais euphorie, même pas forcément, mais vous l'avez dit, les marchés avaient anticipé, évidemment, et depuis longtemps, presque depuis le 8 avril, en réalité. Est-ce que ce rebond des marchés, qu'on a depuis plusieurs jours, confirmé aujourd'hui, est-ce qu'il est plus fragile qu'il en a l'air ? Parce qu'il faut voir si cet accord il est pérenne, s'il est viable, qu'il soit confirmé, que dans la région on revienne à la situation d'avant-guerre. On n'y est pas encore non plus. Alors, on n'y est pas encore. Il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que sur ce point, j'apporterai pas grand-chose que tout ce que les spécialistes disent depuis ce matin. Effectivement, le temps, ne serait-ce que le temps imparti pour la remise en place des infrastructures, pour l'approvisionnement, etc. Moi, c'est d'ailleurs que je m'interroge. Finalement, c'est aujourd'hui les marchés se disent bon. Plus de hausse du prix du pétrole, enfin même des baisses. Une des questions, jusqu'où la baisse ? C'est du 50 $, c'est du 80 $. On est toujours à 35% de hausse par rapport en début d'année, où on était à quoi ? 60 $, à peu près, 60. On est monté un peu à 70 juste avant, enfin quelques semaines avant le conflit, mais on était plutôt à 60 effectivement. Et c'est vrai que toutes les études un peu de moyen long terme sur l'équilibre offre-demande privilégient plutôt un scénario de maintien des prix du pétrole sur de bas niveaux. Donc on pourrait, au vu de ces études, plutôt envisager un retour vers les 60 $, voire en deçà. Après, il y a une prime de risque quand même liée à ce qui s'est passé dans Hormuz, à mon avis. Prime de risque sur le pétrole là-bas qui pourrait être réévaluée. Et certains disent qu'on ne redescendra pas en dessous de 60-70 $. Effectivement, au contexte géopolitique, à l'incertitude. Après, il y a un contexte de matières premières, un contexte mondial de matières premières, et ce qu'on a vu effectivement en première réaction immédiate, à l'attente d'un accord, donc c'est jeudi, vendredi, ça a été une remontée immédiate, donc des cours des matières premières, métaux industriels, et y compris des précieux, et je pense qu'aujourd'hui, et c'est encore le cas, me semble-t-il, la corrélation entre les différentes matières premières reste extrêmement forte. C'est ce qui nous avait conduit, nous, bien avant l'éclatement du conflit, à envisager que les prix du pétrole remontent cette année, ce qui n'était pas tout à fait consensuel, mais parce qu'effectivement, on avait de tels écarts entre les prix des métaux industriels dont on comprend bien pourquoi ils montent. Parce que la demande, effectivement, et les perspectives de demande sont très fortes, notamment liées au développement de l'IA, des CAPEX, des infrastructures, etc., qu'à un moment donné, vous avez une sous-évaluation des prix, des cours du brut qui est telle que ça finit par corriger, même si les fondamentaux ne nous disent pas qu'il y a des équilibres entre l'offre et la demande. Et je pense que là, il y a une question majeure, parce que ça va faire toute la différence dans les perspectives. Est-ce qu'on doit maintenir, à cause des primes de risque, etc., et puis des ajustements du temps nécessaire, un scénario où on retourne vers les 80 $, grosso modo, ou est-ce qu'on doit introduire effectivement un scénario beaucoup plus agressif de baisse du prix du pétrole ? C'est très important, parce que de là vont dépendre, bien évidemment, des perspectives d'inflation. Aujourd'hui, vous avez pris par rapport à avant la crise, donc 60-70 $, vous revenez à 80-85, il reste quand même un gap important. Si on maintient ce gap tout au long de l'année, eh bien l'inflation calculée sur un an va bien évidemment refléter ce prix additionnel. Si au contraire les prix s'effondrent et retombent à 60, voire
à un niveau inférieur. C'est toute l'histoire qui se modifie. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Et parce qu'effectivement, les marchés mondiaux des matières premières sont assez complexes, et qu'il y a des écarts de structure de demande ou d'évolution de la demande qui sont très importants. L'autre élément, c'est finalement qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'économie réelle. Donc les risques majeurs, notamment, qui commençaient à se cristalliser avec l'arrivée de l'été, où on parlait de risques sur l'approvisionnement qui étaient beaucoup plus importants que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, parce que les stocks étaient très bas. Oui. Le niveau des stocks, il devrait se normaliser. Les réserves nationales, partout, vont se reconstituer. C'est un autre élément qui peut venir soutenir la demande de pétrole et différer le moment de baisse des prix. Avec comme conséquence, finalement, pour les marchés, sur quel scénario de taux d'intérêt doit-on reposer ou doit-on faire les perspectives? Le pire déjà. Les banques centrales de côté, les taux longs. Et sur quel. Moi, quand je vois les prix de l'argent ou de l'or remonter immédiatement à la perspective de la signature de cet accord, je dis pourquoi? Finalement, qu'est-ce que price les marchés? Les marchés, sans doute, nous disent il y a une configuration qui va faire baisser l'inflation conjoncturellement, des banques centrales qui vont se réfugier là-dedans parce que personne n'a envie de remonter les taux, en fait, dans le contexte actuel, et qui risquent effectivement de conserver des politiques monétaires très accommodantes. Nous sommes avec donc ça donne de l'attrait, donc ça donne de l'attrait à l'or. Aux métaux précieux. Exactement, ça donne de l'attrait à l'or et peut-être que cet attrait de l'or nous dit attention parce que c'est peut-être un signal que les choses pourraient se gâter à terme et effectivement c'est la question. Alors à court terme, je pense qu'il n'y a aucune interrogation. Quasiment, évacuation des risques majeurs, baisse des prix, baisse des perspectives de resserrement monétaire partout, parce que les banques centrales, à minima, vont attendre de voir... C'est-à-dire que la BCE n'augmentera plus ses taux et la Fed peut repenser à baisser les siens? Alors, repenser à baisser les siens, ça me paraît très loin. Mais peut-être que Kevin Warsh arrivera à défendre cette thèse avec de nouvelles mesures de l'inflation, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, sans doute que le risque majeur, c'est un report des inquiétudes de marché sur la vigilance des banques centrales à l'égard du risque inflationniste sur la partie longue de la courbe des taux. Donc une repentification de la courbe des taux, mais plutôt malsaine parce que finalement derrière cela il y a l'idée que les banques centrales font pas tout à fait le boulot qu'on pourrait exiger d'elles par rapport aux perspectives inflationnistes. Voilà un petit peu le cadre ou les interrogations qui se posent à nous aujourd'hui pour savoir si effectivement le contexte est quand même plus favorable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques jours. Le contexte est indéniablement plus favorable. La question, est-ce qu'on est parti sur 1 an et demi, 2 ans de hausse des marchés parce que finalement, il ne se passera rien au niveau des banques centrales, etc. Ou si on va découvrir dans quelques mois, une fois l'effet de soulagement dépassé, la baisse des prix du pétrole, sans doute quand même au moins à brève échéance et de manière assez substantielle, est-ce qu'on va découvrir qu'il y a dans le fond une histoire inflationniste qui est un peu plus robuste que celle qu'on nous raconte aujourd'hui, qui serait uniquement liée aux effets du pétrole. Bon, je suis désolée, mais quand on regarde par exemple en zone euro, la région du monde où on n'a pas quand même l'activité la plus soutenue, on peut parler d'inflation sous-jacente et enlever l'alimentation, l'énergie, parce que c'est ça finalement, sauf que l'alimentation et l'énergie, ce sont des choses que les consommateurs payent et qui disparaissent pas complètement dans la nature, mais quand on regarde la structure de l'inflation plus dans le détail, on voit une majorité de postes dans lesquels on a des rythmes de hausse des prix qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans et qui restent une réalité et qui bien évidemment se sont plutôt enflés ces derniers temps et très vite. Parce que finalement, les effets de la hausse des prix du pétrole s'est répercuté assez rapidement. Vous avez suivi Madame Lagarde, elle n'a pas arrêté je crois qu'elle a mentionné au moins 5 ou 6 fois dans son discours le terme de broadening, c'est-à-dire d'élargissement de l'impact des prix du pétrole sur l'inflation. Et c'est exactement ce qu'on observe.
Alors bien évidemment, ça devrait s'atténuer, mais moi je ne partage pas l'opinion du consensus selon laquelle il n'y a pas d'inflation en dehors des effets du pétrole. Non, c'est pas vrai. On a des rythmes d'inflation qui restent soutenus, qui sont beaucoup plus prêts à décoller parce qu'ils sont déjà soutenus qu'auparavant et qu'avant la crise de 2021-2022 par exemple. En tout cas, on finit là-dessus, Véronique. La page, en tout cas pour les marchés, la page aujourd'hui du conflit au Moyen-Orient est fermée, enfin est refermée, peut-être temporairement, on verra à la suite, rien n'est écrit, mais quand on voit, pas pour le cours du pétrole, mais pour le reste. Pour le reste, c'est du pain béni en réalité, parce qu'on va sans doute avoir, avec l'évacuation du risque conjoncturel et les perspectives de taux, la correction des perspectives de taux d'intérêt, une redistribution ou une nouvelle rotation sectorielle qui devrait donner beaucoup plus de profondeur à la bonne santé des marchés financiers. Peut-être que la tech en souffrira un petit peu en relatif, mais en absolu, je ne vois pas dans le contexte actuel ce qui pourrait menacer la bonne santé du secteur. Donc on a finalement quelque chose qui est effectivement très porteur et qui va sans doute le rester. Au moins, jusqu'à présent, j'avais tendance à dire au moins jusqu'au mid-term. Là, je pense que Donald Trump, de toute façon, est en train de travailler très savamment et de manière très efficace. La victoire des Républicains pour cette échéance électorale. Et donc, finalement, on n'est même pas sûr de devoir être particulièrement prudent par rapport à cette échéance. En tout cas, on a le sentiment que c'est moins un sujet que ça ne pouvait l'être il y a quelques semaines. Allez, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Merci David.